La Maison-Blanche a officiellement confirmé aujourd'hui son revirement complet de politique concernant l'Ukraine, et le ministère des Finances des États-Unis a rétabli toutes les sanctions contre le pétrole russe. L'entourage de Donald Trump a déclaré que les Russes se mentent effrontément au sujet de prétendus accords en Alaska entre Trump et Poutine. Et aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergueï Lavrov, a soudainement reconnu que oui, la Russie a effectivement trompé tout le monde pendant presque un an, en parlant d'un soi-disant accord conclu à Anchorage. Et aujourd'hui, Lavrov déclare que les propos du secrétaire d'État américain Marco Rubio, selon lesquels aucune entente n'a été conclue lors de la rencontre entre Poutine et Trump en Alaska, nécessitent des éclaircissements. Parce qu'au Kremlin, on refuse de croire que les États-Unis leur ont tourné le dos. Auparavant, le président français Emmanuel Macron a déclaré qu'au niveau officiel, il y avait eu un changement de position de Washington concernant la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Donald Trump a refusé d'être un médiateur neutre et s'est déclaré partisan de l'Ukraine. Et aujourd'hui, le ministère des Finances des États-Unis a rétabli toutes les sanctions contre le pétrole russe qui étaient en vigueur avant la guerre au Moyen-Orient. Il est important de noter que ce revirement de Donald Trump survient juste avant le sommet de l'OTAN. À ce sujet, le secrétaire général de l'Alliance, Mark Rutte, a confirmé qu'au prochain sommet à Ankara, les 7 et 8 juillet, tous les membres annonceront quelque chose que le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, craint énormément. Par exemple, comme nous l'avons vu dans l'émission précédente. Vous savez déjà que grâce aux contributions des membres de l'OTAN, le budget militaire de l'Ukraine a égalé cette année celui de la Russie. Ce qui était très difficile à imaginer il y a seulement quelques années. Et dans ce contexte, le va-t-en-guerre Yastrebanok appelle le président russe Vladimir Poutine à en finir avec la diplomatie sous médiation américaine et à commencer l'escalade en Ukraine en réponse à une série de frappes douloureuses des forces armées ukrainiennes contre la Russie, jusqu'à l'utilisation de l'arme nucléaire. Selon lui, de toute façon, il n'y a déjà plus rien à perdre. Mais pendant ce temps, en Crimée, l'état d'urgence a été officiellement déclaré, et la file d'attente pour quitter la Crimée par le pont de Kertch compte déjà 2500 voitures. Étrangement, il n'y a pas de file d'attente pour entrer en Crimée. Je m'appelle Alexei Pesci, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de liker cette vidéo et de laisser n'importe quel commentaire sous cette vidéo. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Pesci News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions des actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. C'était le préambule, maintenant passons à l'analyse détaillée. Ainsi, la direction du Kremlin n'arrive toujours pas à se remettre du choc après que les États-Unis d'Amérique et Donald Trump en personne ont commencé leur brusque revirement en faveur de l'Ukraine. De plus, les têtes brûlées à Moscou sont déjà tellement désespérées qu'elles exigent de Poutine de frapper l'Ukraine avec des armes nucléaires, et advienne que pourra, en disant qu'on ne peut pas faire pire de toute façon. Voyons chronologiquement cette situation, qui ment, qui ne ment pas, et comment les Russes ont trompé tout le monde pendant presque un an, en racontant des histoires sur de prétendus accords à Anchorage. Le jeudi 25 juin, le président français Emmanuel Macron a fait une déclaration importante concernant le changement de la position officielle de Washington sur la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Et selon Macron, les États-Unis ont pour la première fois approuvé le texte d'un document qui annule leur statut de médiateur neutre et consacre un soutien total à l'État ukrainien. Il a déclaré qu'à partir de ce moment, les États-Unis ont entériné le fait qu'ils ne sont pas un médiateur neutre entre l'Ukraine et la Russie. Non, ils prennent clairement parti, celui de l'Ukraine. Outre la déclaration politique, le nouveau document, c'est-à-dire le document final du sommet du G7, confirme l'orientation concrète de l'aide américaine. Les États-Unis s'engagent à poursuivre leur soutien militaire et énergétique à Kiev et à renforcer la pression des sanctions contre la Russie. Mais objectivement parlant, lorsque le président français ou d'un autre pays parle d'un changement de position des États-Unis d'Amérique, on peut bien sûr douter de telles conclusions. Mais aujourd'hui, Washington n'a fait que prouver que Macron avait raison et n'a pas menti. Les sanctions pétrolières américaines contre la Russie reprennent aujourd'hui. Après l'expiration des exemptions temporaires instaurées par Washington en raison de la situation dans le détroit d'Ormuz, celles-ci ont été levées, c'est tout. Et voilà, toutes les sanctions américaines contre le pétrole russe sont de retour. De plus, les prix du pétrole russe ont chuté brusquement, ils sont déjà en dessous de $50 le baril,
Et en conséquence, cette fenêtre d'opportunité pour les Russes s'est refermée. Je rappelle que le 12 mars de cette année, l'Office de contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a délivré une licence générale, autorisant la fourniture et la vente de pétrole et de produits pétroliers russes. Les autorités américaines ont délivré cette autorisation dans le but d'atténuer la pénurie d'offres de pétrole et les prix élevés causés par la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran. Donald Trump a plusieurs fois prolongé la levée des sanctions, mais ce n'est plus nécessaire. Toutes les sanctions contre la Russie sont désormais rétablies. La joie aura été de courte durée pour Poutine. Mais la véritable hystérie au Kremlin a été provoquée par la déclaration du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Il a déclaré que les accords entre Vladimir Poutine et Donald Trump à Anchorage, dont les responsables russes ont parlé à plusieurs reprises, n'ont en réalité jamais existé. Et les Russes ont cyniquement menti et continuent de mentir. En août de l'année dernière en Alaska, où le président russe a rencontré en personne le président américain pour la première fois depuis le début de la guerre de la Russie contre l'Ukraine, selon Rubio, il n'y a eu que des propositions qui ont été exprimées. Citation. Il n'y a eu aucun accord en Alaska. Il n'y avait qu'une proposition, mais aucun accord n'a été conclu. Jugez par vous-même. S'il y avait eu un accord, la guerre serait finie depuis longtemps, c'est évident. Mais il est important de se rappeler que le Kremlin lui-même n'a jamais précisé quels accords avaient été conclus en Alaska, ni ce que le Kremlin appelait exactement l'esprit d'Anchorage. Bien que des sources aient assuré que Vladimir Poutine partait du principe que Donald Trump était d'accord pour la cession totale du Donbass par l'Ukraine, y compris la région de Donetsk, que l'armée de la Fédération de Russie ne contrôle toujours qu'à 80%, selon une source du Washington Post, à Anchorage, Vladimir Poutine a exigé le transfert sous contrôle russe des 4 régions d'Ukraine que le Kremlin a annexées en 2022. Et plus tard, il a assoupli ses exigences et aurait même exprimé sa volonté de renoncer à certaines parties des régions de Zaporizhia et de Kherson, puis il a parlé d'un certain échange de territoire. C'est vrai que cela a été discuté et il faut le reconnaître, et d'ailleurs les Américains ne nient pas ce fait, qu'un tel scénario a effectivement été discuté en Alaska. Et aujourd'hui, le ministre des Affaires étrangères de la Russie, Sergueï Lavrov, a reconnu que, oui, en effet, où il n'y a eu aucun accord en Alaska, il n'y a eu qu'une conversation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, rien de plus. Et toutes ces déclarations sur l'esprit d'Anchorage ne sont que de simples paroles en l'air pour détourner l'attention. Et aujourd'hui, Lavrov le reconnaît. Sergueï Lavrov a déclaré que les propos du secrétaire d'État américain Marc Rubio, selon lesquels aucune entente n'avait été conclue lors de la rencontre entre Poutine et Trump en Alaska, nécessitent des éclaircissements. Selon Lavrov, à Anchorage, où les présidents américains et russes se sont rencontrés en personne pour la première fois depuis le début de la guerre, les États-Unis auraient mis sur la table leurs propositions pour résoudre le conflit et Vladimir Poutine les aurait acceptées. Voilà, dans le langage des Russes, cela constitue déjà un accord. Apparemment, avant cela, Steven Witkoff avait apporté à Moscou certaines propositions, des propositions de paix. À Moscou, et ensuite il est allé en Alaska pour les coordonner avec Donald Trump. Et voilà, Sergueï Lavrov lui-même admet que oui, à Anchorage, Poutine et Trump ont seulement discuté oralement des propositions présentées par Steven Witkoff, et c'est tout, ils sont repartis chacun de leur côté. Il n'y a finalement eu aucun accord. Je vais maintenant citer intégralement les propos de Sergueï Lavrov, alors écoutez bien. Le secrétaire d'État américain Rubio a déclaré qu'en Alaska, il n'y avait eu que des propositions, et non des accords concernant le règlement en Ukraine. C'est pourquoi, dit-on, on ne comprend pas l'inquiétude de Moscou. En fait, si l'on considère l'ensemble du tableau, quelques jours avant la rencontre en Alaska, le représentant spécial du président américain Steven Witkoff se trouvait à Moscou et avait apporté ces mêmes propositions du président Donald Trump. Nous avons commencé à les examiner. Le président de la Fédération de Russie, V. Poutine, avait promis de donner sa réaction lors de la rencontre en Alaska. Eh bien, apparemment, à ces propositions que Steven Witkoff a apportées à Moscou. Déjà à Anchorage, lorsque les deux présidents se sont assis pour négocier, le président russe Poutine, regardant Steven Witkoff, qui était également présent à la réunion, a commencé à énumérer les propositions américaines point par point.
Après chaque point, Vladimir Poutine, en présence du président Donald Trump et du secrétaire d'État Marc Rubio, demandait à Steven Witkoff s'il avait bien exposé les idées que celui-ci avait apportées à Moscou à la veille de la rencontre à Anchorage. À chaque question, Steven Witkoff répondait par l'affirmative, confirmant ainsi que oui, c'est bien cela qu'il avait proposé. C'est pourquoi lorsque mon collègue Marco Rubio dit qu'il n'y avait que des propositions en Alaska et pas d'accord, cela me pousse à m'interroger sur ce que nous entendons par accord. Si une partie, en l'occurrence les États-Unis d'Amérique, a mis sur la table ses propositions de règlement sur la manière d'aborder cette crise et que l'autre partie a exprimé son accord avec ces propositions. Alors dire que Lavrov commence à manipuler ici aussi, dire qu'il n'y avait pas de consentement, cela ne semble pas très élégant. Et je tiens à préciser tout de suite que, dans le langage diplomatique, consentement et accord sont deux notions absolument différentes et qu'on ne peut même pas les mettre côte à côte. Un accord est un document, tandis que le consentement, c'est juste hocher la tête, c'est aussi une forme de consentement. Et voilà que Lavrov commence à manipuler très habilement ces mots. Je poursuis la citation. Le secrétaire d'État américain Marc Rubio a également déclaré lors de l'un des événements au Moyen-Orient que les États-Unis étaient prêts à faire un pas en avant et à jouer un rôle constructif s'ils en avaient l'occasion. Il s'agirait soi-disant de réunir les parties et de mettre fin à cette guerre. C'est ce que le président américain Donald Trump a essayé de faire pendant 1 an et demi. Tout cela peut probablement être considéré comme une confirmation qu'il y avait des propositions américaines en Alaska que nous avons acceptées. Mais la citation que je viens de donner soulève une question d'un autre point de vue, dit Lavrov. Je fais référence à la récente intervention du secrétaire d'État Marco Rubio lors des auditions au Congrès, lorsqu'il a déclaré que les États-Unis ne pouvaient donc pas être médiateurs parce qu'ils soutiennent l'Ukraine. Lorsque l'on entend maintenant l'intérêt pour que les États-Unis jouent un rôle constructif, rassemblent les parties, cela ressemble déjà à une candidature au rôle de médiateur, une candidature à la médiation. Bien sûr, il est nécessaire d'apporter de la clarté à toute cette situation, mais le fait demeure, dit Lavrov. En Alaska, les propositions des États-Unis d'Amérique ont été discutées et acceptées par la partie russe. Si l'on traduit toute cette longue citation de Lavrov en langage courant, il a admis que oui, il n'y avait pas d'accord. Il y avait des propositions de Steven Witkoff. Vladimir Poutine était assis, l'Élysée à Trump, puis demandait à Witkoff « Je dis bien ?» Witkoff répondait « Oui, c'est ça ». Poutine a dit « En principe, ce n'est pas mal, je suis d'accord ». Fixons cela. Les Russes ont raconté pendant presque 1 an qu'il existait un certain accord entre Trump et Poutine, conclu en Alaska. Mais en réalité, et cela vient d'être confirmé par Lavrov, il s'est passé ce qui suit. Donald Trump, par l'intermédiaire de Witkoff, a exprimé sa vision de la fin de la guerre. Le dictateur chauve Vladimir Poutine a accepté cela et se contentait d'acquiescer de la tête. C'est tout. Encore une fois, selon Lavrov, cela est resté purement verbal. Aucun document, même pas un simple communiqué ou un mémorandum d'intention, n'a été signé. Aucun document n'a été signé. Par conséquent, il n'y avait aucun accord formel. Il n'y a eu qu'une discussion sur un scénario hypothétique et un accord sur ce scénario. Et celle a finalement été reconnue même au Kremlin. Mais il est également important ici de comprendre la spécificité de la soi-disant diplomatie des Russes qui existe depuis de nombreuses années. Souvenez-vous des cris retentissants de Vladimir Poutine et de toute son équipe affirmant qu'au début des années 1990, les Américains auraient donné à la Russie la promesse de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est. Et puis, ils ont trompé les Russes et ont quand même élargi l'Alliance Atlantique. Où ça ? Vers l'Est. Voilà. Il n'existe tout simplement aucun accord, aucune déclaration, aucun mémorandum d'intention qui consacrerait de telles obligations de l'OTAN. L'OTAN, juridiquement, n'a jamais promis dans aucun document de ne pas s'élargir vers l'Est. Mais alors, d'où viennent toutes ces discussions ? Donc, objectivement, la partie occidentale reconnaît que des assurances verbales ont été données lors de conversations en coulisses, mais souligne officiellement qu'elles n'ont pas été formalisées dans un traité international juridiquement contraignant. Et c'est justement ainsi que fonctionne la diplomatie. Pas seulement en parole ni en se serrant la main, mais en l'inscrivant dans un document. De plus, ces discussions portaient sur la réunification de l'Allemagne
et non sur l'intégration géopolitique des pays de l'ancien pacte de Varsovie. Les Russes s'appuient sur une déclaration orale de James Baker, prononcée lors d'une rencontre avec Mikhaïl Gorbatchev en février 1990 dans le contexte des négociations sur la réunification de l'Allemagne. En effet, il a été dit qu'il n'avait non pas l'intention d'entrer dans la partie orientale. Et maintenant, les Russes essaient de présenter la conversation orale entre Vladimir Poutine et Donald Trump comme un accord juridiquement contraignant. Mais ce n'était qu'une conversation, rien de plus. Je le souligne encore une fois, même pas un mémorandum d'intention n'a été signé, rien du tout. Et Lavrov l'a reconnu aujourd'hui. Il a dit « oui, ils ont proposé, Poutine a accepté ». Mais même Lavrov, en essayant de jongler avec ces concepts, confirme qu'il n'y a effectivement eu aucun accord. Et ici, nous constatons que Vladimir Poutine s'est encore fait avoir, trompé et dupé. Et dans ce contexte, Reuters écrit à propos des faucons à l'esprit belliciste. Ils demandent au président russe Vladimir Poutine de mettre fin à cette diplomatie sous médiation américaine et d'intensifier le conflit en Ukraine en réponse à une série de frappes douloureuses des forces armées ukrainiennes contre la Russie. Selon ces faucons, comme le souligne l'agence Reuters, Washington a rompu sa promesse de parvenir à la fin de la guerre selon des conditions favorables au Kremlin. C'est-à-dire que les Russes croyaient vraiment que si Donald Trump leur disait oralement « je vais sanctamment, je vais vous aider », ils prenaient cela pour un accord, vraiment. Mais ces appels à des mesures strictes ne sont pas nouveaux. Les voix bellicistes en Russie demandèrent déjà auparavant de lancer une nouvelle mobilisation, de frapper les usines militaires européennes et même d'utiliser des armes nucléaires tactiques. Mais ces exigences sont à nouveau renforcées et aggravées après une série de frappes à longue portée des militaires ukrainiens qui ont touché la Crimée et Moscou, provoquant dans le pays une grave crise de l'essence et obligeant les autorités de Crimée à déclarer l'état d'urgence sur la péninsule en pleine saison touristique. Nous allons y revenir dans un instant. Et ici, pour illustrer ces sentiments bellicistes à Moscou, je vais citer le propriétaire hystérique de la chaîne de télévision TV. La chaîne Tsargrad de Konstantin Malafeev. Et voici ce qu'il a déclaré. « Que doit-il encore se passer avant que nous commencions à nous battre pour de vrai ? La guerre signifie la victoire à tout prix. Pourquoi n'utilisons-nous pas l'arme nucléaire que nos ancêtres ont développée et accumulée précisément à cette fin ?» Écoutez, vous entendez ? Malafeev raconte encore ses conneries, affirmant qu'on n'a même pas encore commencé à faire la guerre. Ce n'est pas encore pour de vrai. Donc ce n'est pas réel, c'est une opération militaire spéciale. Pourquoi utilise-t-il soudain le mot « guerre » ? Et maintenant, une nouvelle vague de personnes souhaitant frapper avec des armes nucléaires s'est soulevée, parce qu'ils pensent que le pigeon de Saint-Pétersbourg, Vladimir Poutine, s'est encore fait avoir et trompé. Ils disent que Donald Trump a violé un certain accord de gentlemen conclu en Alaska. Mais la question est de savoir si Poutine a encore autre chose avec quoi frapper, à part l'arme nucléaire, ce qu'il ne fera d'ailleurs jamais. Et pendant ce temps, la Crimée quitte progressivement l'orbite de la Russie. Les autorités nommées par la Russie, les soi-disant autorités de la Crimée et de Sébastopol annexées, ont officiellement annoncé aujourd'hui l'instauration de l'état d'urgence sur la péninsule. Cela signifie que l'état d'urgence est instauré en République de Crimée. Dans la ville héros de Sébastopol et en République de Crimée, nous instaurons une situation d'urgence, nous déclarons l'état d'urgence de niveau régional, à la fois dans la République et dans la ville. Mais la situation avec le carburant est la plus difficile. Je veux dire que des mesures sont prises aujourd'hui, sur ordre du président, suffisantes pour résoudre ce problème. Je ne peux pas dire exactement combien de temps cela prendra, ni annoncer publiquement le plan des mesures prévues. Cependant, nous agissons, personne ne reste sans rien faire. En ce qui concerne les coupures d'électricité, malheureusement, compte tenu des attaques de drones ennemis, il est impossible de maintenir un planning qui satisferait tout le monde. Souvent, les plannings publiés ne correspondent pas à la réalité. Et je le répète, nous traverserons cette période difficile ensemble. Ce n'est pas facile, cela n'est jamais arrivé auparavant. Officiellement, l'état d'urgence en Crimée a commencé à s'appliquer le 26 juin à 13h de Moscou, et il durera jusqu'à l'amélioration de la situation. Pendant la durée de ce régime, les autorités de Crimée ont le droit de restreindre la liberté de circulation, de suspendre le travail des entreprises et de procéder à l'évacuation forcée de la population. Avant cela, les autorités ukrainiennes avaient annoncé l'isolement de la Crimée vis-à-vis de la Russie et la transformation de la péninsule en île.
Pour cela, les forces armées ukrainiennes, à l'aide de drones, ont d'abord établi un contrôle effectif sur la circulation de la route fédérale R280 que les Russes appellent Novorossia, reliant la région de Rostov à la Crimée annexée à travers les territoires ukrainiens occupés. En conséquence, une pénurie de carburant est survenue sur la péninsule, aggravée à la mi-juin, lorsque les stations-service ont cessé de vendre de l'essence et du diesel à la population. Oui, je le répète encore une fois, en Crimée, les gens ordinaires ne peuvent tout simplement pas acheter d'essence. Pendant ce temps, sur fond de frappes incessantes de drones ukrainiens, de coupures massives d'électricité, de pénuries de carburant en Crimée et de restrictions du trafic ferroviaire avec la Russie. À l'approche du pont de Kertch depuis la péninsule de Crimée, une file d'attente de près de 2500 voitures s'est déjà formée. Je rappelle qu'il y a 2 jours, il y avait 600 voitures ici. Maintenant, il y en a 2500. Cela montre que le nombre de personnes souhaitant fuir la Crimée ne cesse d'augmenter. D'ailleurs, pour entrer en Crimée, sur le pont de Crimée, c'est le calme plat. Il n'y a pratiquement personne qui veut y aller. C'est étrange, je me demande pourquoi. Je vais m'arrêter là. Partagez vos avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, je vous en serai reconnaissant. Vous pouvez le faire en faisant un don via les liens et les informations dans la description de cette vidéo. Vous y trouverez également, d'ailleurs, un lien vers notre communauté privée Pitchy Insight sur la plateforme Patreon, où nous discutons ensemble de différents sujets qui ne sont pas abordés ici sur YouTube. Et c'est aussi là que je réponds à vos questions personnelles. Alors allez-y, abonnez-vous, soutenez cette chaîne. Je vous en serai reconnaissant. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt à tous.